Isabelle Maréchal. Aussi pertinente que touchante. Vous avez peut-être vu cette nouvelle qui mérite qu'on en parle un petit peu plus. C'est presque passé avec la démission de Justin Trudeau, les niaiseries que Donald Trump n'arrête pas de nous rabâcher sur l'annexion potentielle du Canada aux États-Unis. Bref, on a peu parlé de cette nouvelle importante Meta qui met fin à la vérification des faits. C'est-à-dire que aujourd'hui, il n'y aura, à partir de bientôt, là, puis quand on parle de Meta, c'est Facebook, c'est Instagram, c'est WhatsApp. Ils veulent mettre fin à leur programme de vérification des faits. Et plusieurs personnes disent que c'est un recul majeur au niveau de la vérification, bien sûr, des contenus et l'ouverture à peu près tout discours de n'importe quoi. Quel est le véritable impact de cette décision-là de Meta? On va en discuter tout de suite avec la professeure associée à l'École des médias de l'UQAM. Elle est spécialiste en médias sociaux numériques et en circulation de l'information. Laurence Grondin-Robillard, merci d'être là. Qu'est-ce qu'il faut voir là-dedans, Laurence? Est-ce qu'il faut s'inquiéter, nous, comme utilisateurs de toutes ces plateformes? Qu'est-ce qu'on doit comprendre de ça? Bien, ce qu'on doit comprendre tout d'abord, c'est que on s'en remet aux utilisateurs pour faire le ménage dans les nouvelles et la circulation de l'information et qu'on les utilise à ces fins-là. Donc, déjà on se dit, c'est gratuit, les médias sociaux, c'est super, mais non, on nous vend de la publicité avec notre temps d'attention et c'est comme ça qu'ils font des revenus. Et là, en plus, on va faire la vérification des faits par nous-mêmes ou partager davantage d'opinions. Naturellement, ça sera pas tout de suite au Canada, là, ça s'applique juste aux États-Unis pour l'instant, mais quand même, les chances que ça déborde ailleurs, dans d'autres pays, sont très élevées avec le temps. Et en plus, ça permet de couper certaines dépenses, dont en modération de contenu avec des programmes de vérification des faits. Il y en a qui disent, c'est vraiment un tournant vers une plus grande liberté d'expression. Et il y en a d'autres qui disent, là, c'est la porte ouverte à peu près n'importe quel discours, à n'importe quelle chambre d'écho. Qu'est-ce que tu en penses, Laurence, de ça? Qu'est-ce qui risque de passer? Parce que là, tu dis, c'est les gens, dans le fond, qui vont réguler l'espèce de réseau ou ces plateformes-là. En même temps, c'est souvent des groupes aussi, des lobbies qui ont le temps de le faire. Exactement. Donc là, mais ça veut pas dire que tout le monde va être en mesure de le faire. Si on prend l'exemple sur X, pour les notes de la communauté, c'est des gens spécifiques qui se sont inscrits, qui répondent à certains critères. Mais après ça, ça doit être voté au sein de la communauté quand on met une note de contexte sur une publication. Et il faut qu'il y ait un certain nombre de votes et de diversité d'opinions pour ensuite que ça soit publié sur X, par exemple, à tout le public, à tous les utilisateurs. Donc, n'importe qui ne fera pas nécessairement de la modération ou de la contextualisation plutôt. Mais sur Meta, ce qui est étrange, c'est que si on se rapporte à il y a un peu moins d'un an, Meta nous annonçait de vouloir couper carrément la découvrabilité du contenu politique et aussi l'exposition à des opinions contraires aux nôtres. Et là, il fait carrément le contraire parce qu'il veut assouplir certaines règles de modération, certaines politiques, aborder des sujets qui étaient plus limités maintenant, qui vont susciter l'opinion, que sur l'immigration, sur l'identité de genre, etc. Ouais. Et ça va attirer énormément d'opinions. Mais nous, ici au Canada, qu'est-ce que ça va changer? C'est difficile à dire parce qu'avec le projet de loi C-18 et Meta qui a voulu s'en retirer, qui a retiré les nouvelles pour pas avoir à payer des redevances aux médias en général, c'est déjà de l'opinion. Donc, on va en avoir un peu plus, possiblement, mais le mal est déjà fait pour nous. Alors, on verra à ce moment-là si il y a lieu de voir du chaos davantage. Mais c'est important ce que tu viens de dire parce que tu rappelles à tout le monde là, que maintenant, chez nous, on peut plus diffuser d'articles qui proviennent de sources. Moi, tu sais, j'écris dans le Journal de Montréal tous les samedis et je ne suis plus en mesure désormais là, de partager le lien direct du Journal de Montréal et du Journal de Québec aux gens qui voudraient le lire, par exemple. Tu sais, je suis obligée de prendre une photo de mon article puis de dire « Hey, si ça vous tente, vous pouvez aller le lire sur le site. » Mais dès qu'ils voient là, que c'est un média d'information canadien ou une source d'information canadienne, c'est bloqué. Moi, je trouve que c'est épouvantable, ça. Oui, puis c'est pas juste les médias canadiens. Au début, c'était nos médias canadiens et ensuite, ils ont
élargi le tout. Si vous allez chercher CNN, par exemple, vous n'allez pas y avoir accès. Même chose pour Le Monde, etc. Donc, ils nous bloquent l'actualité. Ils forcent certaines personnes, certaines personnalités, justement, à trouver des moyens détournés de partager le fruit de leur travail. Et c'est problématique. Et là, en plus, on nous dit que on va remettre sur les utilisateurs le devoir de faire la vérification des faits alors qu'avant, on payait et on avait des partenariats. Je comprends pas qu'est-ce qu'on fait encore sur Meta. Moi, je sais, je l'étudie, donc j'ai une bonne raison. Mais après ça, à nous questionner à savoir si c'est encore l'endroit où on devrait être. Ben voilà, qu'est-ce que t'en penses? Parce qu'en même temps, Meta, c'est Facebook, c'est Instagram, c'est WhatsApp. Bon, WhatsApp, c'est une autre utilisation. Facebook, je pense que les gens... Enfin, moi, j'ai beaucoup décroché personnellement de Facebook, même si j'ai quand même... beaucoup de gens qui me suivent. En tout cas, j'aime bien que les gens me suivent sur Facebook, puis je veux les garder. On a une conversation, on s'échange des choses, mais Instagram me paraît plus intéressant. Là, il y a beaucoup de TikTok. Moi, je suis pas encore très active sur TikTok. Je pense que ça dépend. C'est une question aussi d'utilisation, de préférence et tout ça. Mais quelles sont tes plateformes préférées à toi, Laurence? Et quelles sont les raisons? Oui. Oui, mon sujet de doctorat, je suis en train de rédiger ma thèse, est sur TikTok, la circulation de l'information sur TikTok. Donc, c'est certain que TikTok offre énormément de possibilités. Aussi, le contenu est très bref, est très attrayant, donc c'est très intéressant. C'est plus dynamique que sur Facebook, par exemple. Ouais. Mais en même temps, on a Instagram qui imite très bien TikTok pour certaines fonctionnalités, dont les Reels. Ouais. Et là, il est là aussi l'enjeu. Pourquoi Zuckerberg change son fusil d'épaule à quelques instants de l'investiture de Donald Trump, alors qu'il vient de verser $1 million, alors que TikTok va peut-être être banni, alors que Zuckerberg aimerait bien investir si jamais il y a un rachat de TikTok en Amérique du Nord pour les États-Unis. Donc, il y a beaucoup d'enjeux dans cette décision-là. Et alors que si on regarde toutes les élections précédentes, que ça soit en 2016, alors qu'il avait participé justement à l'élection de Donald Trump avec la fuite de données sur des millions d'utilisateurs dont on s'est servi pour ensuite influencer le contenu qu'ils allaient voir en fonction de le vote, pour qui voter. Ensuite, 2020, où là, il a modéré et il s'est fait reprocher par Donald Trump et les républicains, justement, d'avoir été d'avoir censuré Donald Trump et d'y avoir fait perdre les élections. Et là, c'est ça, c'est ça, c'est là mon hypothèse, puis je pense l'hypothèse de tout le monde, un peu, là, quand on y réfléchit, ne serait-ce que 2 minutes, on se dit, c'est clairement politique, une tentative de redevenir, d'être dans les bonnes grâces du prochain président des États-Unis qui avait déjà été banni de Meta, puis là, de clairement essayer de se le mettre dans sa poche à nouveau, justement parce qu'il a des vues sur TikTok et autres. Donc, pour moi, c'est clairement ça, là. Oui, puis on parle de liberté d'expression, on reprend aussi le vocabulaire de Elon Musk, de legacy média. On rentre dans ce discours-là où nos médias, les médias en général, les journalistes nous dupent, ils ne font pas leur travail correctement, ils nous trompent et on veut lutter contre ça. C'est vraiment, j'en reviens pas encore, là. C'est la nouvelle sortie hier, je l'ai pas digérée. Ça m'a vraiment étonnée. Je savais qu'il y avait des chances, on le voyait bien, on savait qu'il y avait le 1 million pour l'investiture de Donald Trump. Mais de là à vraiment vouloir devenir la prochaine plateforme qui va ressembler à X, ça, je m'y attendais pas. Oui, effectivement. Il y a Jasmin qui m'écrit, qui dit « Depuis quand les faits peuvent être alternatifs, que tu sois de gauche ou de droite ?» Si c'est faux, c'est faux. En même temps, moi, j'ai vu beaucoup passer au cours des dernières semaines des idées qui me paraissent à moi farfelues, là, puis il y a beaucoup d'experts parce que c'est documenté. Mais encore là, tu as beau dire que c'est documenté, il y a vraiment des gens qui sont convaincus, par exemple, que la Terre est plate, qu'on n'a pas été sur la Lune, qu'il y a des espèces de choses qui sont... Comme je dis, c'est comme fou, mais ça, aujourd'hui, tu peux le... En termes de vérification des faits, là, c'est comme... Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Ben oui,
C'est ça. On a perdu confiance envers le journalisme, envers cette institution-là, et tout ce qu'on fait, c'est amplifier ce manque de confiance-là, justement en disant, ben là, c'est vous qui allez pouvoir contextualiser certaines publications si vous n'êtes pas d'accord avec. Sur X, on peut même contextualiser, rajouter des notes de la communauté sur des publicités. Alors que c'est même pas, là, on parle pas de faits, là, on parle juste de publicité. Donc, c'est vraiment problématique. Et on a perdu cette confiance-là et ils ne font que l'alimenter. Et c'est à leur avantage puisque ça, on se base juste sur les faits plus nuancés. Le travail journalistique, ben, ce qui en ressort, c'est pas tout le temps ce qu'on voudrait voir pour ces personnes-là. Laurence, merci beaucoup de nous avoir expliqué ça, analysé ça. Laurence Grondin-Robillard est professeure associée à l'École des médias de l'UQAM. Elle est spécialiste en médias socio-numériques et en circulation de l'information. On va suivre, bien sûr, toutes ces péripéties sur ces plateformes qui nous occupent quand même pas mal dans la journée. Merci, Laurence. Merci beaucoup.